La démission du général de Gaulle fait encore la une de tous les journaux du monde. De toutes les capitales étrangères sont parvenus des messages de sympathie. Et tout d'abord, le président Nixon a adressé une lettre au général de Gaulle. Nous, aux États-Unis, n'oublierons pas ce que vous avez fait pour la France, aussi bien à l'intérieur du pays que dans le domaine de la politique étrangère. Réaction aussi du ministre ouest-allemand des Affaires étrangères. La défaite du général de Gaulle au référendum n'est pas seulement importante pour la politique intérieure française, elle l'est aussi pour la politique européenne. En Afrique aussi, les réactions sont nombreuses. Le président de la République du Sénégal, M. Senghor, a adressé un télégramme au général de Gaulle dans lequel il exprime sa reconnaissance et celle du Sénégal à l'égard de l'homme grâce auquel la décolonisation s'est déroulée dans l'honneur et l'amitié. La vie politique va prendre une toute autre dimension. Nous allons sortir du domaine de, je dirais, de l'histoire. Nous allons sortir d'une période politique qui a été vécue avec un homme d'une portée, je dirais, absolument exceptionnelle. Et nous allons rentrer, ce que je pense maintenant, dans le domaine du commun. Avril 1969. Colombelle et deux églises. Ultime étape. Acte final d'une vie exceptionnelle. Maintenant, après son échec au référendum et sa brutale démission, Charles de Gaulle se retire dans une solitude orgueilleuse à la Boisserie, sa demeure familiale. Ici, il va lutter contre le temps pour écrire ses mémoires d'espoir, livrer ses ultimes pensées. Ces journées consacrées à l'écriture seront seulement interrompues par 3 promenades méditatives, à heure fixe, dans le silence du parc. Cet homme au crépuscule de sa vie rentre dans la légende au terme d'une existence faite de combats et de bruit, porté par la certitude qu'il avait un destin et qu'il l'a accompli. Tout a commencé à Lille, le 22 novembre 1890, car, pour respecter une tradition familiale, les enfants devaient voir le jour auprès de leur grand-mère. Charles grandit entre 3 frères et une sœur. Pour ses parents, la France éternelle transcende la République. L'argent est méprisable par rapport aux valeurs de l'esprit et le patriotisme est non négociable. On lit Péguy, Bergson, Maurras, Barrès et d'autres. Je savais que j'avais un destin. Mes parents m'ont montré la route. Mon père, un homme de grande culture, m'a fait comprendre l'histoire et ses tumultes. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante à l'égal de sa piété religieuse. Elle m'a transmis le goût du risque et de l'abnégation. Bien que turbulent et d'un caractère difficile, le jeune Charles est imprégné de ses principes moraux. C'est un lecteur passionné, d'Adolphe Thiers à Jules Verne. Sa sœur raconte que dans leur jeu d'enfant, son frère voulait toujours être roi de France. Chez le jeune Charles, l'ambition est précoce. À 15 ans, il a imaginé qu'un jour, il sauverait la France. Il écrira « La France s'est faite à coups d'épée ». C'est donc dans l'armée qu'il pense être le mieux placé pour servir son pays. À 19 ans, il est reçu au concours de Saint-Cyr. Mais il est allergique à la routine de la vie de la caserne et aux corvées. En raison de sa forte personnalité et de sa haute silhouette, il est déjà surnommé le connétable. Il impressionne par sa culture et l'ambition de ses projets. En 1912, lorsqu'il sort 13e de sa promotion de Saint-Cyr, les commentaires de ses supérieurs sont élogieux.
a beaucoup de moyens, de l'énergie, du zèle, de l'enthousiasme, du commandement et de la décision. Alors qu'il peut accéder à des unités plus prestigieuses, il choisit curieusement d'intégrer le 33e régiment d'infanterie cantonné à Arras. Le colonel qui commande ce régiment, un certain Philippe Pétain, a 56 ans. Son non-conformisme, son caractère abrupt, irritent la hiérarchie militaire. Les deux hommes s'apprécient et tissent des liens de complicité. Leur relation prend même des tournures plus privées. Plus tard, De Gaulle fera cette confidence à un journaliste. Il aimait les femmes comme on les aime à 50 ans, et je les méprisais comme on les méprise à 20 ans. C'est-à-dire que nous en parlions tout le temps. La Grande Guerre va révéler Pétain, promu général de brigade, puis maréchal. En novembre 1918, il deviendra pour tout le pays le héros de Verdun. La Grande Guerre a permis à Philippe Pétain de rencontrer la gloire. Elle ne fut pour moi que frustration, impatience et colère. Je voulais me battre et je n'étais qu'un soldat inutile. La pire des situations. En effet, dès le début de la guerre, le jeune lieutenant de Gaulle s'est lancé dans le combat avec fougue. Trois blessures ne l'empêchent pas de repartir au front. Et finalement, il est fait prisonnier. Il multiplie les tentatives d'évasion. Il est enfermé au fort d'Ingolstadt, réservé aux récidivistes, et reste 32 mois à se morfondre dans le silence des prisons. Il noircit des carnets où il suit de loin l'évolution des combats. Il déverse sa colère contre la hiérarchie, fulmine contre le pape qui a des penchants pour l'ennemi. Il qualifie le gouvernement d'épicier. Dans une lettre adressée à sa mère, il décrit sa situation de captif comme un lamentable exil. Libéré après l'armistice, il demande immédiatement à partir en mission pour soutenir les Polonais qui se battent contre les Soviétiques. Instructeur, le capitaine de Gaulle est chargé de la formation des officiers, puis conseiller militaire. Il ne se sent plus un soldat inutile et invisible. En effet, lors de son retour à Paris, le jeune capitaine devient professeur à Saint-Cyr. Souvent glacial, distant ou gouailleur, il subjugue son auditoire et inspire des caricatures. Il est reçu à l'école de guerre, mais il reste peu malléable, souvent critique. Un tel état d'esprit irrite. De plus, dans son premier livre, La discorde chez l'ennemi, il conteste le haut commandement et le rôle des militaires. Ses écrits le privent d'une mention très bien. L'encadrement commente. Officier cultivé et sérieux, brillant et doué, gâte malheureusement d'incontestables qualités par son assurance excessive et son attitude de roi en exil. Roi en exil. Ces cons de l'école de guerre. L'autorité ne va pas sans le prestige et le prestige sans l'éloignement. J'avais décidé de ne revenir dans cette sale boîte qu'en qualité de commandant de l'école. En 1920, la trentaine passée, il songe à fonder une famille. Selon les habitudes du milieu et de l'époque, une rencontre est arrangée. Elle est organisée en secret par la famille Vendroux. Leur première sortie est au Grand Palais, au Salon d'automne, pour voir l'œuvre de Kees van Dongen. La femme en bleu. Charles est séduit par le charme d'Yvonne Vendroux. Ils se plaisent. Ils se marient le 7 avril 1921. Elle a 20 ans et elle sera à ses côtés pendant 50 ans. Elle est sa lumière et son ombre. Pour vous, Yvonne,
sans qui rien ne se serait fait, écrira de Gaulle quand il lui adressera ses mémoires d'espoir. La discrète Yvonne, Tante Yvonne, comme la surnomment les Français, cultive la simplicité et se tient à bonne distance. Bien que présente sur de nombreuses photos et films, elle ne donne jamais aucun entretien et le grand public ne connaît pas le son de sa voix. Paradoxalement, elle sera l'une des premières dames à véritablement jouer un rôle médiatique. En arrivant à l'Élysée, elle s'exclame « Désormais, il va nous falloir vivre en meublé ». Elle n'aime pas le lieu et dira au président des États-Unis Eisenhower « Tout le monde y est chez soi, sauf nous ». Pendant 10 ans, Yvonne de Gaulle mène au palais de l'Élysée un train de vie simple et mesuré. Elle met un point d'honneur à régler les factures privées. Elle incarne une forme d'ordre moral. Cependant, à propos de la pilule, lorsque Charles de Gaulle s'indigne à l'idée qu'on puisse rembourser la bagatelle, sa femme intervient pour le convaincre de l'importance de la loi Neuwirth qui autorise ce contraceptif. Pour mieux comprendre la personnalité d'Yvonne de Gaulle, il faut rappeler le drame qui a frappé le couple. Anne, la benjamine de la famille, est porteuse d'une trisomie 21. Avec cette naissance, la vie d'Yvonne et de Charles est bouleversée. Accompagnés de leurs 2 autres enfants, Philippe et Élisabeth, ils vont veiller sur Anne avec amour. La famille traversera les épreuves de la guerre avec cette déchirante responsabilité. Charles de Gaulle manifeste une tendresse infinie pour la fillette. Pour la protéger de l'indiscrétion du public, la famille s'est installée en 1934 à Colombey-les-Deux-Églises, dans une demeure entourée de hauts murs qu'il dénomme la Boisserie. C'est là qu'en 1948, Anne meurt d'une pneumonie dans les bras de son père. Elle venait d'avoir 20 ans. Le jour de ses obsèques, il chuchote à l'oreille d'Yvonne « Maintenant, elle est comme les autres ». Cet enfant infiniment délicat a contribué à forger la personnalité de Charles de Gaulle. Il confie « Anne était aussi une grâce. Elle m'a aidé à dépasser tous les échecs et tous les hommes, à voir plus haut. » En dépit de la vie mouvementée de De Gaulle et de la fragilité d'Anne, la famille restera toujours unie. Ainsi, en 1929, alors que la fillette n'a qu'1 an, ils partent s'installer au Liban, car le régiment du jeune commandant est dissous et il accepte d'aller servir à Beyrouth. Ce voyage est une expérience forte pour De Gaulle. Il y acquiert alors la conviction que leur culture et leur histoire, très éloignées de la nôtre, pousseront inexorablement ces peuples à vouloir s'émanciper. Il estime qu'il faudra un jour employer la force ou partir. En 1932, il rentre à Paris et il publie Le fil de l'épée. L'auteur prédit un futur conflit européen et affirme l'importance du sentiment national, de l'ardeur de l'armée et du prestige du chef. Il écrit « Face à l'événement, c'est à soi-même que recourt l'homme de caractère. Son mouvement est d'imposer à l'action sa marque, de la prendre à son compte, d'en faire son affaire. » 2 ans après, en 1934, De Gaulle publie un second livre, Vers l'armée de métier. Il martèle sa conception du chef. Il faut qu'un maître apparaisse, serviteur du seul État, dépouillé de préjugés, dédaigneux de clientèle, pénétré de larges desseins, assez grand pour une grande œuvre. Déjà apparaît le peu de cas qu'il fait des partis politiques. Il traite aussi des nouvelles armes mécaniques. L'Allemagne s'est lancée dans la fabrication massive d'une force blindée. De Gaulle l'a vu avec effroi, car il a compris le rôle offensif des chars.
il engage une croisade pour que l'armée française se dote des mêmes armes. Pour tenter de se faire entendre, il oublie son amour-propre, hante les antichambres des ministères et les rédactions des journaux. Ses interlocuteurs ricanent et le surnomment le colonel Motors. Philippe Pétain dénonce des fantasmagories. Seul Paul Reynaud, député de Paris, leader du centre droit, se rallie aux thèses de Gaulle. Comment se faire entendre par des marionnettes politiques sûres d'elles-mêmes? J'avais des idées sur la façon de rénover notre défense nationale et si on m'avait écouté, on aurait évité le désastre et probablement tué l'entreprise d'Hitler dans l'œuf. Eintreten und ihr feierliches Bekenntnis ablegen. Ein Volk, ein Reich, Deutschland für alle! La guerre éclate le 3 septembre 1939, quand les Allemands envahissent la Pologne. Commence alors la drôle de guerre. Pendant 8 mois, les troupes françaises et anglaises restent dans l'attente de l'affrontement. Et en janvier 1940, De Gaulle tente le tout pour le tout. Sans respect pour les usages, il adresse à 80 personnalités un mémorandum annonçant le caractère mondial du conflit et il plaide pour l'utilisation des forces mécaniques, les véhicules blindés et l'aviation. Le 10 mai 1940, l'Allemagne prend l'initiative de l'assaut. C'est la Blitzkrieg, la guerre éclair, une guerre où la vitesse de mouvement bouscule les conceptions archaïques de l'état-major français. Les armées nazies, fortes de leur aviation, de la puissance et de la rapidité des véhicules blindés, déferlent sur la France. Le colonel de Gaulle, à la tête de la 4e division cuirassée, remporte de beaux succès. À Abbeville et à Montcornet, il stoppe un temps l'avance allemande. Ces faits d'armes symboliques confirment l'efficacité des forces blindées et la validité des thèses de Gaulle. Il écrit à son épouse le 24 mai 1940. « Ma chère petite femme chérie, toujours la bagarre, mais les choses de mon côté ne vont pas mal. Je suis général depuis hier. » Cependant, les armées hitlériennes ne cessent de progresser. Le 5 juin 1940, De Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Ce poste modeste va donner aux militaires une légitimité politique qui sera utile dans ses relations avec les Anglais. Dans le gouvernement, Pétain plaide déjà en faveur d'un armistice. Le 9 juin 1940, De Gaulle se rend à Londres pour sa première rencontre avec Winston Churchill, nouveau Premier ministre, partisan de la lutte à outrance. À son retour, alors qu'un immense exode se déroule en direction du sud et que des millions de Français fuient sur les routes encombrées, De Gaulle apprend que le gouvernement va quitter Paris. Le 14 juin, la capitale est investie par les troupes nazies. Hitler s'y rendra quelques jours plus tard. Les ministres sont repliés à Bordeaux. De Gaulle envisage déjà de continuer le combat à partir de l'Afrique du Nord. Il dit à ses interlocuteurs anglais que, pour lui, Pétain et le commandant en chef des armées, le général Weygand, sont des traîtres. Le 16 juin au soir, Paul Reynaud démissionne. Le vieux maréchal Pétain est désormais au pouvoir. Tôt le 17 juin, De Gaulle quitte Bordeaux à bord d'un avion britannique. Churchill dira que ce petit avion emporte l'honneur de la France. Pour la France et Charles de Gaulle, ce voyage est un tournant historique.
La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous survolions la forêt de la Bretagne en flammes. Je risquais de ne plus jamais revoir ma mère très malade. Et j'étais inquiet pour Yvonne et les enfants menacés par l'invasion allemande. Le maréchal Pétain fera condamner à mort le général rebelle. À Londres, de Gaulle va travailler en étroite relation avec Churchill. Les rapports entre les deux hommes seront toujours difficiles, orageux, passionnés. Le culte qu'ils portent à leur pays ne facilite pas les compromis. De Gaulle a dit à ses premiers compagnons que ses objectifs étaient de défendre les intérêts de la France, au besoin contre ses alliés. Hors norme, nourri d'histoire, le français et l'anglais ne donnent leur mesure que dans l'adversité. Circonstance aggravante, la relation est déséquilibrée. Churchill se trouve en position de force, alors que de Gaulle est entièrement dépendant. Mais leur commune et farouche volonté d'abattre Hitler soude leur entente. Churchill offre des bureaux aux Français à Londres. Dès le 19 juin, Yvonne de Gaulle réussira à rejoindre son mari avec ses enfants. Les Anglais ne connaissent pas de Gaulle. Aussi Churchill imagine un reportage sur le couple. Et le général doit se plier à une séance photographique, un exercice qu'il déteste. Il veut me vendre comme une savonnette. Le 17 juin 1940, Pétain s'adresse aux Français. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. De Gaulle s'insurge et sans délai, il prépare l'appel à la résistance. Le lendemain, 18 juin, il s'exprime dans un studio de la BBC avec le feu vert de Churchill. Il déclare « L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. » En France, peu de gens l'entendent et l'appel n'est pas enregistré. Le 22 juin, Pétain signe l'armistice avec Hitler. Le jour même et les jours suivants, le général réitère ses convictions sur les ondes de la radio anglaise. Cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Quelques jours après, les Britanniques anéantissent la flotte française basée dans la rade de Mers el-Kébir en Algérie par peur que les Allemands s'en emparent. « 1380 militaires français périssent dans cette attaque. De Gaulle n'a pas été consulté, ni même prévenu. Il se trouve en porte-à-faux, coincé entre la raison et le cœur. Il n'est pas un Français qui n'ait appris avec douleur et avec colère que des navires de la flotte française avaient été coulés par nos alliés. Leur destruction n'est pas le résultat d'un combat glorieux. Il enrage d'avoir été tenu à l'écart de la décision, mais reste loyal envers les Britanniques. Le général est convaincu que les colonies françaises africaines sont un point d'appui essentiel dans le combat. C'est un grand bout de France non occupé. Pour mettre la main sur Dakar, qui est la capitale de l'Afrique occidentale française, il décide d'organiser un raid avec l'appui de la marine anglaise. Devant Dakar, la flotte est reçue à coups de canon et l'opération échoue. De Gaulle est très affecté par cet échec.
Mais le soutien de Churchill ne faiblit pas. Il est vrai que l'affaire était mal préparée. La brume et la mauvaise topographie des lieux ont contrarié l'effet de puissance de notre flotte. La France de Vichy a tiré sur les marins de la France libre. J'ai ressenti les impressions d'un homme dont un séisme secoue brutalement la maison. De Gaulle a vacillé. Le fiasco de Dakar va pourtant renforcer sa détermination. Il prend la décision de se diriger vers Brazzaville, alors sous la tutelle de Vichy. Sa pugnacité est récompensée. Très vite, les ralliements se multiplient et l'épopée de la France libre commence. Churchill a reconnu de Gaulle comme le chef des Français libres qui parle au nom de son pays. La France sera rassemblée tout entière dans le dernier effort qui l'attend. Un seul combat pour une seule patrie. Dès l'été 1940, Churchill et de Gaulle se voient souvent. Mais les accrochages se multiplient et les tensions s'exacerbent. Quand les Britanniques ménagent Vichy, de Gaulle est intransigeant et irrite Churchill qui est tenté de l'écarter. Vous dites que vous êtes la France, vous n'êtes pas la France. Je ne vous reconnais pas comme la France. Au lieu de faire la guerre à l'Allemagne, vous avez fait la guerre à l'Angleterre. Les entretiens entre les deux hommes prennent parfois des formes si violentes que les interprètes ahuris confieront avoir été en présence de deux fous. Cependant, la rupture n'interviendra jamais. À Vichy, Pétain entame la collaboration avec l'Allemagne. Les Français chantent « Maréchal, nous voilà ». Ils sont nombreux à soutenir Pétain, à l'acclamer. Et certains, bras tendus, lui prêtent serment de fidélité. Jusqu'au printemps 1941, la résistance ne résulte que d'initiatives non coordonnées venant de tous les horizons politiques. Les réseaux se constituent peu à peu. L'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie en juin 1941 change la situation. Désormais, les communistes vont fournir des bataillons à la résistance. De Gaulle considère que l'unification de la résistance est une priorité absolue. Ce travail sera l'œuvre du préfet Jean Moulin, radical de gauche. Les deux hommes s'entendent dès leur première rencontre. De Gaulle a besoin de rassembler les Français, quelle que soit leur sensibilité ou leur engagement politique. Jean Moulin va représenter de Gaulle dans la zone non occupée. Il est parachuté en Provence le 1er janvier 1942 et se met à l'œuvre. Les résultats sont rapides. Les divers mouvements reconnaissent l'autorité du général. Pierre Brossolette, également envoyé en mission en France, est méfiant à l'égard des communistes. Il redoute le retour des anciens partis politiques. Mais Moulin convainc de Gaulle qu'il en a besoin. Le 27 mai 1943, dans Paris occupé, Jean Moulin, représentant du chef de la France libre, préside la première réunion du Conseil national de la Résistance. Les représentants des partis y siègent également. L'événement est historique. Jean Moulin, dénoncé, arrêté, torturé, disparaît le 8 juillet 1943. Pierre Brossolette sera aussi arrêté et torturé par la Gestapo. Le 22 mars 1944, il se suicide pour ne pas parler. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Les deux hommes reposent désormais au Panthéon,
la voix de Malraux accompagne Moulin. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent par surprise les États-Unis à Pearl Harbor. Le jour d'après, l'Amérique déclare la guerre au Japon. De Gaulle l'avait prédit, la guerre est devenue mondiale. Un peu malgré eux, les Américains sont désormais engagés dans le conflit. Au début, ils vont conduire une politique diplomatique ambiguë à l'égard de Philippe Pétain. Le président Roosevelt estime que le régime de Vichy est leur seul interlocuteur légal et ils essaient de l'influencer. En vain. Vichy abolit la République, édicte des lois antisémites, collabore avec l'occupant. Malgré cela, l'ambassadeur américain reste auprès de Pétain. Roosevelt tente d'écarter de Gaulle. Il considère que c'est un homme illégitime qui compte peu et dont le caractère intraitable complique ses projets. Il craint aussi que la France libérée ne tombe sous sa coupe. Sa préférence va aux responsables politiques d'avant-guerre, plus dociles. En Amérique, de Gaulle est présenté comme un homme de la droite la plus dure. En même temps, on le soupçonne de complaisance envers les communistes. De Gaulle a parié sur les forces françaises de l'Empire colonial qui se rallient. Elles affrontent l'ennemi en Éthiopie, au Soudan et en Égypte. En plein désert de Libye, l'armée française se bat contre des unités germano-italiennes. Le général Koenig affronte le renard du désert, Erwin Rommel. Les Français combattent pour permettre aux Britanniques de se rétablir sur de meilleures positions. Malgré un ennemi 10 fois plus nombreux, les Français remportent la victoire à Bir Hakeim. Le général de Gaulle salue l'action des forces françaises. Général Koenig, sachez et dites à vos troupes que toute la France vous regarde et que vous êtes son orgueil. En dépit de ses hauts faits d'armes, de Gaulle n'a pas été informé de l'opération Torche, le débarquement allié en Algérie et au Maroc le 8 novembre 1942. Les Américains apportent aux grandes affaires des sentiments élémentaires. Ils ne connaissent que leurs intérêts. Ils ignorent presque tout du reste du monde, sur lequel ils n'ont que des idées simples. Pour tenter de contrer de Gaulle, Roosevelt reporte sa confiance sur le général Giraud. Giraud n'a pas de dimension politique et il est jugé plus malléable, mais Roosevelt sous-estime la combativité de Gaulle, renforcée par son autorité sur la résistance qui se réunifie. En janvier 1943, de Gaulle est invité près de Casablanca pour y conférer avec Churchill, Roosevelt et Giraud. Il est furieux, car le Maroc est alors sous protectorat français, et le général se considère chez lui. En dépit de la théâtrale poignée de main dont Roosevelt demande la répétition, la conférence, évidemment, se passe mal. Rien n'est réglé. Après sa rencontre avec de Gaulle, Roosevelt est hargneux.
il raconte que son interlocuteur s'est comparé successivement à Jeanne d'Arc, puis à Clémenceau. Longtemps, les Américains jouent la carte Giraud, mais de Gaulle finit par s'imposer. Face à Roosevelt, le général dispose d'un appui inattendu, l'opinion publique américaine qui a évolué. Au fil des mois, l'aventure des Free French devient populaire. L'écrivain William Faulkner est même chargé d'écrire un scénario pour populariser de Gaulle. Roosevelt ne lâche pas prise. Suprême humiliation, Churchill n'informe de Gaulle de la date du débarquement que le 4 juin 1944, 48 heures avant l'opération. Il lui annonce aussi le projet américain d'installer et de contrôler sur le territoire français une nouvelle administration et d'imposer une monnaie. De Gaulle, en rage, explose. « Allez, faites la guerre avec votre fausse monnaie !» Churchill lui propose de parler à la radio après Eisenhower, en même temps que la reine des Pays-Bas et le souverain de Norvège. « Et pourquoi pas le sultan de Zanzibar pendant que vous y êtes ?» tonne le général. Finalement, de Gaulle accepte de parler à la radio, mais il refuse de soumettre au préalable son texte. À midi, le 6 juin 1944, il prend donc la parole devant les micros de la BBC et prononce l'un de ses plus beaux discours. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Il se pose ainsi comme le seul chef du gouvernement français. De Gaulle a désormais conscience de la nécessité d'agir sans tarder. Il doit imposer son leadership et son autorité au plus vite. Le 14 juin 1944, il débarque sur une plage près de Courseulles. Un collaborateur du général lui fait remarquer que, 4 ans auparavant, les Allemands entraient dans Paris. De Gaulle laisse tomber. Eh bien, ils ont eu tort. Churchill a dit au général Montgomery qui accueille de Gaulle « Je dois vous infliger une visite du général de Gaulle. Ce sera un fardeau. Il n'est certainement pas souhaitable pour lui de rassembler de larges foules à Bayeux. » Or, la visite de Gaulle à Bayeux est un triomphe. De Gaulle pratique la politique du fait accompli. Il nomme partout des responsables qui ne relèvent que de lui. Churchill réitère ses griefs contre de Gaulle. Il craint que le général, qui a été maltraité, n'ait conçu une profonde antipathie pour l'Angleterre. Churchill était très inquiet. Il savait que j'avais des raisons de ne pas être bienveillant. Mais finalement, pour le calmer, je lui ai écrit pour verser du baume sur les blessures qu'il s'était faites à lui-même. Les hommes peuvent avoir des amis, pas les chefs d'État. De Gaulle veut libérer Paris au plus tôt. L'événement marquerait symboliquement la victoire, et il redoute un coup de force communiste dans la capitale. À Paris, la résistance réclame une intervention rapide des Alliés. Eisenhower, sous les ordres de Roosevelt, toujours très réservé, accepte alors de changer de stratégie. Dès lors, tout se précipite. Le 23 août, de Gaulle est à Chartres, libéré. Le 24, la 2e DB entre dans la capitale. Le 25, le général von Choltitz, commandant militaire allemand, signe sa reddition devant Leclerc. Le soir même, de Gaulle s'installe au ministère de la Guerre qu'il a quitté 4 ans plus tôt. Il constate « Rien n'y manque, excepté l'État. Il m'appartient de l'y remettre. » Un peu plus tôt, à l'Hôtel de Ville, il a prononcé un discours historique. Paris
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. C'est la magie du verbe. Il fait l'impasse sur l'intervention des Alliés. Il efface de la même façon Vichy qui, à ses yeux, n'a jamais eu la moindre légitimité. Le 26 août est le jour du sacre. À pied, il descend les Champs-Élysées au milieu d'une foule en délire. Il gagne ensuite Notre-Dame. Alors qu'il est sur le parvis de la cathédrale, des coups de feu éclatent. La foule se couche. De Gaulle reste debout. La guerre n'est pas encore finie, mais il sait qu'il a gagné son formidable pari du 18 juin 1940. Dans les jours qui suivent la libération, la situation est confuse. Certains groupes issus de la résistance renâclent à laisser le pouvoir. Mais De Gaulle est inflexible. Il veut maîtriser la situation et notamment endiguer la montée en puissance des communistes présents dans le gouvernement provisoire qu'il vient de former. Désormais, sa priorité est le rétablissement de l'autorité de l'État. Dès le 15 septembre, il entreprend donc à cette fin une tournée dans les provinces, où il reçoit un accueil triomphal. Cependant, partout où il passe, il se montre implacable. Vous avez bien compris, il faut restaurer l'État, lance-t-il à Marseille, au commissaire de la République, Raymond Aubrac. Ils n'ont pas bronché. C'étaient des roseaux peints en fer. Je leur ai dit qu'on ne fait pas de révolution sans révolutionnaire et qu'il n'y avait qu'un révolutionnaire. C'était moi. La défaite de 1940 a frappé les esprits. Pour être du côté des vainqueurs, il faut que les soldats français continuent à participer au combat. De Gaulle s'y emploie. L'armée française pèse dans le rapport des forces. Au cours de l'année 1945, 325 000 hommes et des renforts massifs des forces françaises intérieures sont présents dans les zones de combat. Simultanément, pour montrer que la France joue de nouveau dans la cour des grands, fin 1944, il se rend à Moscou. L'accueil est sans chaleur. Staline apprécie l'indépendance du général à l'égard des anglo-saxons. Il se méfie en revanche de ses orientations droitières. Il attend surtout de lui qu'il installe le Parti communiste dans la vie politique française. Les négociations sont difficiles. Le tsar rouge n'appuie pas la France dans ses revendications vis-à-vis de l'Allemagne. Il veut aussi que De Gaulle soutienne le gouvernement polonais, qui est sous influence soviétique. Les pourparlers se poursuivent souvent la nuit. Parfois, Staline se fait provocateur. Les diplomates l'exaspèrent. Le dictateur s'exclame « Allez me chercher une mitrailleuse et mettez-les en joue !» Staline était possédé par la volonté de puissance. Rompu à une vie de complot, à se passer de pitié, de sincérité, à voir en chaque homme un obstacle ou un danger. Tout était chez lui manœuvre, méfiance et obstination.
Enfin, dans la nuit du 9 au 10 décembre, un accord est conclu. Un pacte est signé. De Gaulle n'en est pas entièrement satisfait. Il a été contraint de lâcher du lest sur la Pologne. Mais il a aussi montré que la France comptait. De Gaulle est obsédé par la nécessité d'asseoir la France à la table des vainqueurs. Sa ténacité a abouti à un résultat inespéré. Le 8 mai, la France est représentée par le général de Lattre lors de la signature de la capitulation allemande à Berlin. Le maréchal Wilhelm Keitel dirige la délégation allemande. En entrant dans la salle, il salue de son bâton de maréchal les délégations alliées, salutation à laquelle personne ne répond. Apercevant le drapeau tricolore, il fait remarquer à haute voix « Ah, il y a aussi des Français, il ne manquait plus que cela. » Ich bekenne mich nicht schuldig. Keitel finira pendu, condamné à mort par le tribunal de Nuremberg. 3 mois après la signature de la capitulation de l'Allemagne, le 15 août 1945, le maréchal Pétain, qui n'est plus qu'un vieillard à moitié lucide, est jugé et condamné à la peine de mort. Mais, eu égard à son grand âge, De Gaulle commut la sentence en peine de réclusion à perpétuité. Lors d'une commémoration de la bataille de Verdun, il prononce ce discours inattendu à propos de Philippe Pétain. Si par malheur, en d'autres temps, en l'extrême hiver de sa vie, au milieu d'événements excessifs, l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables, la gloire qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. En 1944, il avait aussi la volonté de restaurer l'unité nationale et de contenir les vagues d'épuration, voire de vengeance. Dans un discours à la radio, il estime que seule une poignée de misérables et d'indignes dont l'État fait et fera justice ont collaboré avec les Allemands. Il fallait réunifier pour reconstruire le pays, car la France est dévastée. À la tête de son gouvernement provisoire, De Gaulle s'attaque à cette immense tâche. Jusqu'en 1946, il légifère à marche forcée, à un rythme exceptionnel, avec de multiples ordonnances pour redéfinir de fond en comble le fonctionnement du pays. Sur le plan social, il refonde le statut du monde agricole, généralise le système des assurances sociales et met en place un dispositif complet d'allocation familiale. Il écrira que si malheureusement il y aura toujours des pauvres en France, il y aura moins de misérables. Il accorde le droit de vote et d'éligibilité aux femmes. De Gaulle va mener un combat contre le communisme sans reconnaître pour autant des valeurs humaines au capitalisme. Pour lui, c'est l'État avant tout qui doit apporter l'équilibre. Dans le domaine économique et industriel, il nationalise Air France, les houillères, les usines Renault, 9 compagnies d'assurance, la Banque de France et 4 banques de dépôt. Il place sous le contrôle de l'État le gaz et l'électricité. Le nucléaire va être au centre de sa politique d'indépendance nationale. Il fonde le commissariat à l'énergie atomique pour le développement des centrales d'électricité et la mise au point de l'arme nucléaire. De Gaulle le savait. Après la guerre, les vieux partis risquaient de lui rendre la vie dure. Il en a vite la confirmation. Il a désormais la conviction qu'il joue un rôle néfaste, qu'il défende des intérêts partisans au détriment des intérêts du pays. Il ne décolère pas. En l'absence de M. Bridier, qui se repose pendant quelques jours, c'est M. Manuel... Ça ne cessera jamais.
La frénésie des partis est sans limite, accablante. La guerre n'a rien changé à leurs réflexes politiques, et c'est avec ça, à la fin de la guerre, qu'il fallait reconstruire la République, l'État, la France. Le général commence par tenter de composer, en vain. Hors de lui, il décide de démissionner le 20 janvier 1946. Stupeur dans l'opinion. En réalité, De Gaulle a voulu créer un choc. Il espère que les Français vont le rappeler pour continuer sa tâche. Il a besoin de ce lien pour compenser les manœuvres des partis. Il oublie que même Churchill a été battu aux élections et que la gratitude n'est pas une valeur populaire. Le peuple semble vouloir oublier la guerre et De Gaulle s'engage sans le savoir dans une longue traversée du désert. L'actualité va le désespérer. La 4e République est crépusculaire, mais elle se révèle plus solide qu'il aurait pu le croire. Le général enrage, et il va sortir rapidement de sa réserve. Premier signe fort, à peine 6 mois après son départ, dans un discours prononcé à Bayeux, ville symbole de la libération, il annonce sa vision des futures institutions de la France. C'est du chef de l'État que doit procéder le pouvoir exécutif. À lui, la charge d'accorder les nécessités générales concernant le choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. À lui, la mission de nommer les ministres. Et d'abord, naturellement, le premier, qui a la charge, lui, de diriger l'action, la politique et le travail du gouvernement. Il appelle à une nouvelle constitution avec primauté absolue de l'exécutif. C'est l'amorce d'un projet de régime à caractère présidentiel avec, à la tête de l'État, un homme fort. Il définit un vaste territoire des prérogatives du président. Il oppose un chef qui rassemble à des partis qui divisent. Son discours déclenche un flot de critiques, en particulier à gauche. Le libérateur est accusé d'être un factieux. Dans l'esprit de Bayeux, un an après, il crée le 14 avril 1947 le Rassemblement du peuple français, le RPF, un mouvement et non un parti comme les autres. Il veut rassembler au-delà des frontières partisanes. Il parcourt la France, Strasbourg, Lille, Rennes, Bordeaux. Convaincu de toute mon âme et de toute ma raison que le redressement est possible sur les bases que je vais tracer, je prétends que le régime ne peut y réussir et qu'il nous faut en faire un autre. Et d'autres villes encore, où des centaines de milliers de Français lui réservent un accueil digne d'un chef d'État et acclament ses discours. Où est l'avenir? Il est en nous. Au début, le succès du RPF semble assuré. Près de 40% des électeurs le soutiennent aux élections municipales de l'automne 1947. Mais assez vite, le mouvement s'essouffle. De Gaulle a rencontré l'histoire. Face à Roosevelt, Churchill ou Staline, il savait comment réagir. Confronté au chef de parti, il se révèle inadapté, maladroit. Ses adversaires ne combattent pas sur le même terrain. Six ans après, en 1953, las et usé par des affrontements politiciens qu'il méprise, il met le RPF en sommeil. Il tirera plus tard, avec son humour dépouillé, les leçons de ses combats politiques. Comment gouverner un pays qui compte 265 spécialités de fromage? Il s'enferme dans le silence de la boisserie pour raconter avec un ton aussi lyrique qu'incisif les prodigieuses aventures de la France libre, opposée à la médiocrité du monde politique.
Il trempe parfois sa plume dans le vitriol. Ainsi, à propos d'Albert Lebrun, président de la République avant juin 1940, il écrit « Au fond, comme chef de l'État, deux choses lui auront manqué, qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. De Gaulle avait deux armes, l'épée et la plume. » Publié en 1954, le premier tome des Mémoires de guerre est un immense succès. La même année, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, qui est un territoire découpé en départements français, gronde une révolte surgit à la Toussaint. 4 ans plus tard, à partir de février 1958, la situation se dégrade. L'armée et les Français d'Algérie reprochent aux gouvernements successifs de ne pas avoir su régler la crise et la révolte algérienne qui se sont transformées en guerre. Pour les partisans de l'Algérie française, De Gaulle est l'homme de la situation. Nous étions en présence d'une vague qui emportait tous les peuples vers l'émancipation. Il y avait des cons qui ne voulaient pas le voir. Je n'étais pas sûr de pouvoir nous maintenir en Afrique du Nord. Le général sait qu'on avance son nom pour résoudre la crise. Il multiplie discrètement les contacts. Il parle peu et écoute beaucoup. Mais il pose ses conditions, notamment la nécessité de pouvoir décider. Il précise « dictature, non, mais plein pouvoir, certes ». Il reste évasif sur ses intentions concernant l'Algérie, mais laisse entendre aux militaires et aux partisans de l'Algérie française qu'il ne lâchera rien. Le 13 mai 1958, à Alger, la crise prend des allures de guerre civile. Un comité de salut public, présidé par les généraux Salan et Massu, est mis en place. 2 jours plus tard, le 15 mai, du haut d'un balcon face au Forum d'Alger, le général Salan fait acclamer De Gaulle. Mes amis, vive la France, vive l'Algérie française! La foule reprend et chante la Marseillaise. Le gouvernement est impuissant. Tous les regards se tournent alors vers Colombey. Par un communiqué, le général fait savoir qu'il se tient prêt. Naguère, le pays, dans ses profondeurs, m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. 4 jours plus tard, le 19 mai, 500 journalistes l'attendent pour une conférence de presse qui fera date. La seule chose à faire, c'est ce qui doit empêcher que l'Algérie s'écarte de la France. Il faut qu'elle reste avec nous. Et quant à l'armée, qui est normalement l'instrument de l'État, eh bien, encore faut-il qu'il y en ait un État. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Par ces déclarations, De Gaulle déstabilise le gouvernement et, à Alger, la tension monte encore. Certains annoncent que, dans le cadre de l'opération Résurrection, des parachutistes s'apprêtent à sauter sur Paris. La crise est dénouée par le président de la République, René Coty. Le 29 mai, il fait appel à De Gaulle et adresse un message aux députés et aux sénateurs. Le pays étant au bord de la guerre civile, je me suis tourné vers le plus illustre des Français, vers celui qui, aux heures les plus sombres de notre histoire, fut notre chef. 3 jours plus tard, le 1er juin, De Gaulle se présente devant l'Assemblée. Une séance historique. Il évoque, non sans ironie, le plaisir et l'honneur qu'il ressent à se retrouver dans cette enceinte. Il obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois. Il veut rédiger une nouvelle constitution.
il s'installe à Matignon. À ses côtés, un puissant ministre de la Justice, Michel Debré, et un directeur de cabinet qui s'appelle Georges Pompidou. En priorité, De Gaulle doit se saisir du dossier algérien, car ce qui est encore pudiquement appelé les événements est une guerre particulièrement cruelle pour les populations civiles. Dès le 4 juin 1958, il se rend à Alger. Une foule considérable l'y attend. Je vous ai compris. La formule gaullienne est suffisamment ambiguë pour satisfaire tout le monde. Mais 2 jours plus tard, à Mostaganem, le discours est plus direct. Vive l'Algérie française. Vive la France. Je savais que l'Algérie de papa était morte. Mais comment en sortir? Si je m'étais engagé trop tôt, j'aurais soulevé toutes les oppositions. Après avoir tenté de rassurer le peuple d'Algérie, il doit également engager toute une série de réformes. Et pendant l'été 58, comme en 1945, De Gaulle légifère par ordonnance. J'ai décidé de remettre les affaires en ordre réellement et profondément. Comme après la guerre, De Gaulle réforme le pays au pas de charge, notamment dans le domaine économique. Objectif, réduire l'inflation et le déficit budgétaire et augmenter les réserves de devises. On alourdit les taxes sur le tabac et l'alcool, les tarifs du gaz et de l'électricité. On créera le nouveau franc. L'économie française s'ouvre sur le monde. De Gaulle prépare un projet de constitution qui consacre le pouvoir de l'exécutif, notamment celui du président. C'est son objectif de toujours, et c'est une révolution pour la France. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Le peuple, consulté le 28 septembre 1958, approuve massivement, par plus de 80% de oui, la nouvelle Constitution. Elle donne naissance à la Ve République. Le 21 décembre, De Gaulle triomphe. Il est élu par un collège de 80 000 votants et devient le premier président de la Ve République. Il s'installe au palais de l'Élysée le 8 janvier 1959. Monsieur le Président de la République, le premier des Français est désormais le premier en France. Première tâche, former un nouveau gouvernement. De Gaulle désigne Michel Debré, fidèle à l'Algérie française, au poste de Premier ministre. Désormais, les principaux arbitrages remontent à l'Élysée. C'est là que la politique de défense et la politique étrangère seront définies. C'est le domaine réservé. Cela vaut d'abord pour l'Algérie. Sur cette crise douloureuse, De Gaulle n'a pas encore manifesté d'opinion définitive. Acquis à l'idée d'évolution réelle, il voulait pouvoir aménager une longue transition. Le 16 septembre 1959, il lève toute ambiguïté. Le sort des Algériens appartient aux Algériens, non pas comme le leur imposeraient les couteaux et les mitraillettes, mais comme ils le diront eux-mêmes, légitimement, par le suffrage universel. Choqués, les partisans de l'Algérie française qui l'ont soutenu l'abandonnent. C'est le début d'une longue épreuve de force ponctuée de drames.
Fin janvier 1960, éclate à Alger la semaine des barricades. La rébellion est matée. Mais le malaise s'accroît dans l'armée. Le 8 janvier 1961, par référendum, les électeurs valident à 75% l'autodétermination algérienne. Les Français sont las de cette guerre. Ils ne veulent plus que leurs enfants aillent mourir de l'autre côté de la mer. Du côté des partisans de l'Algérie française, la colère monte. Ils voient en De Gaulle un traître. Une partie de l'armée se rallie à leur position. Le 21 avril 1961, à Alger, 4 généraux, Chasles, Salan, Jouhaud, Zeller, tentent un coup d'État militaire. La France est inquiète. L'armée se déploie pour protéger les sites sensibles. Deux jours plus tard, De Gaulle intervient. C'est le chef qui s'exprime, en grand uniforme. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. L'insurrection échoue. Mais un mouvement subversif, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, sème la terreur et multiplie les attentats meurtriers au nom de l'Algérie française. Jusqu'au bout, De Gaulle veut trouver un autre interlocuteur que le Front de libération nationale algérien et conserver le Sahara. En vain. La pression internationale est trop forte. Rien n'arrête le processus de paix et le 18 mars 1962, les accords d'Évian consacrent l'indépendance de l'Algérie. Le 8 avril, les Français sont consultés à nouveau par référendum et approuvent à 91% ces accords. De ses sentiments profonds, De Gaulle ne dira rien. Dans une des premières versions de ses mémoires d'espoir, à propos du drame algérien, il aurait écrit « Et que Dieu me prenne en pitié ». C'est une page qui commence à se tourner. Michel Debré, attaché à l'Algérie française, est remplacé à Matignon par Georges Pompidou, un quasi-inconnu qui doit tout au général. Pompidou, ancien directeur de la banque Rothschild, n'a jamais été parlementaire, ce qui provoque des critiques. Le général n'y prête guère attention. Pour lui, l'essentiel maintenant est de résoudre les problèmes économiques. De Gaulle veut aussi peser davantage sur la scène mondiale. Il refuse la politique des blocs Est-Ouest. Il a reçu en France le 23 mars 1960 Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. En juin 1961, il reçoit le couple Kennedy, une visite qui fait l'événement. Ladies and gentlemen, I do not think it altogether inappropriate to introduce myself to this audience. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris, and I've enjoyed it. Les gazettes de l'époque ont enjolivé la relation entre la première dame et le général, dont on a dit qu'il était sous le charme. Mais quand Jackie Kennedy susurre au président qu'elle a des origines françaises, De Gaulle lui répond, moqueur, « Moi aussi, madame ». Le président poursuit le redressement économique de la France. Il fixe les grandes orientations que Georges Pompidou est chargé de mettre en œuvre. Cependant, un différend va surgir,
liée à la guerre d'Algérie. Jouhaud, l'un des 4 généraux rebelles du putsch d'avril 1961, est condamné à mort. Le général est favorable à l'exécution. Pompidou s'y oppose et menace même de démissionner. Jouhaud sera finalement gracié. Les séquelles de la crise algérienne sont humainement très douloureuses. Le rapatriement d'1 million de pieds noirs se déroule dans des conditions particulièrement difficiles. Après les premiers départs des militaires français, les harkis, ces combattants algériens fidèles à la France, se font massacrer en très grand nombre. On parle généralement de 60 à 80 000 morts. De Gaulle et son gouvernement se verront vivement reprocher de ne pas avoir su empêcher ce drame sanglant. Et la plupart de ceux qui arrivent en France vont être durement et longuement parqués dans des camps de transit et de reclassement. Depuis que le processus d'indépendance est engagé, l'OAS s'est lancé dans des actions désespérées. Le 22 août 1962, au Petit Clamart, près de Paris, De Gaulle est victime d'un attentat. Un commando a préparé avec soin l'opération. La déesse du président est criblée de balles. On retrouve plus de 150 douilles sur le sol. 14 impacts de balles sont relevés sur la carrosserie. Le couple présidentiel en réchappe par miracle. Quand Yvonne de Gaulle se préoccupe du sort des poulets, le chef du service de sécurité la rassure. Ces hommes n'ont rien. Mais en ouvrant le coffre de la déesse, l'officier de police découvre la présence de vrais poulets, en partance pour Colombey. Quel crétin, incapable de m'atteindre. Et ils m'ont donné des arguments pour faire élire le président de la République au suffrage universel. En effet, dans tout le pays, après cet attentat, l'émotion est considérable. De Gaulle décide de frapper le grand coup qu'il mûrissait depuis longtemps. Ma disparition risquerait de replonger la France dans la confusion de naguère et bientôt dans la catastrophe. Je crois que, quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Ainsi, pour De Gaulle, la République ne peut se passer d'un pouvoir exécutif fort et légitime. Et cette légitimité ne peut venir que du peuple. Le Parlement se sent marginalisé et une grande partie de la classe politique se dresse contre ce projet. Le président du Sénat, Gaston Monnerville, prend la tête du combat. Même Paul Reynaud, proche du général en 40, s'insurge. Aussi, monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que notre admiration pour le passé est intacte, mais que cette Assemblée n'est pas assez dégénérée pour renier la République. La fronde parlementaire s'organise dans un climat houleux qui aboutit à la censure. Comme l'exige la Constitution, Pompidou doit présenter sa démission. Ce bras de fer renforce encore la vindicte de Gaulle contre les partis. Aujourd'hui, mon action à la tête de la République, plus tard, celle de présidents successifs, sont incompatibles avec le règne absolu et désastreux des partisans. 2 mois durant, De Gaulle est à la manœuvre. Il joue en 2 actes majeurs. Pour répondre au vote de la censure, il dissout l'Assemblée, provoquant ainsi des élections législatives. Et il convoque d'abord un référendum sur une question claire. Voulez-vous, dorénavant, élire vous-même votre président au suffrage universel?
le oui l'emporte à 62%. Sur le coup, et malgré l'ampleur du résultat, De Gaulle est d'abord déçu, car on est loin des scores des référendums précédents. Mais la victoire est nette, et un mois plus tard, ses partisans gagnent les élections législatives. Finalement, De Gaulle estime qu'il a atteint son but. Désormais élu au suffrage universel, le président dispose d'un pouvoir renforcé. Une nouvelle période s'ouvre pour la République gaulienne. 8 semaines après la censure, Pompidou est renommé Premier ministre. Il s'occupe du quotidien des Français. L'économie se porte plutôt bien. Cependant, durant l'hiver 1963, une grève des mineurs, très dure, est mal gérée par le pouvoir. Le Premier ministre appelle les grévistes à reprendre le travail. Dans les circonstances actuelles, c'est l'intérêt et le devoir des mineurs de ne pas se dérober à des obligations qui, à mes yeux, sont moins légales que morales et qui consistent à assurer le ravitaillement de la nation en combustible. L'appel n'est pas entendu. Pour la première fois sous la Ve République, le gouvernement doit reculer. Pendant que Pompidou gère les problèmes intérieurs, De Gaulle veut être avant tout l'homme des grands desseins. Avec une feuille de route précise, il veut rétablir les conditions de la grandeur de la France, renforcer son indépendance notamment à l'égard des États-Unis, et bâtir une Europe des États, une Europe solidaire et puissante, mais qui respecte la culture des nations. Je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. Première étape, sceller la réconciliation franco-allemande. En septembre 1958, pas encore président, il avait invité le chancelier allemand, Konrad Adenauer, à son domicile familial de la Boisserie. Un moment historique. En juillet 62, Adenauer vient en visite officielle en France. 2 mois plus tard, De Gaulle est en Allemagne. À chaque étape, il parle. Et il parle en allemand. Sie alle fordere ich auf, zusammen mit mir ein neues Ereignis zu feiern, das größte unseres modernen Zeitalters, die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. L'accueil est triomphal. La réconciliation franco-allemande est consacrée, mais De Gaulle a des arrière-pensées. À terme, il veut détacher l'Allemagne fédérale des États-Unis. Toujours avec la même volonté d'affranchir l'Europe de l'influence américaine, il s'oppose à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Il met en doute l'esprit européen du Royaume-Uni. Pour lui, l'Angleterre ne serait que le cheval de Troie de l'Amérique. Faire entrer l'Angleterre, ce serait pour les 6 donner d'avance leur consentement à tous les artifices, délais et faux semblants qui tendraient à dissimuler la destruction d'un édifice qui a été bâti au prix de tant de peine et au milieu de tant d'espoir.
En mars 1964, il fait un premier voyage au Mexique. El pueblo francés propone al pueblo mexicano, marchemos la mano en la mano y viva México! À l'automne de la même année, il entame une tournée dans toute l'Amérique latine, un long voyage de 10 étapes. Il exhorte ses hôtes à prendre leur distance avec les États-Unis. Les foules sont immenses et chaleureuses. De Gaulle et la France fascinent. En cette même année, De Gaulle est aussi le premier à établir les relations diplomatiques avec la Chine de Mao. Il a dit à l'ambassadeur des États-Unis: « Les Chinois ne seront pas toujours communistes. Il faut compter tout au plus une 50aine d'années. » Fidel Castro lui rend un hommage appuyé et inattendu. Mire, yo estoy en estos tiempos estudiando detenidamente las memorias de Gaulle. Hay varias cosas de la política internacional de Gaulle con las cuales simpatizo sinceramente. Su actitud de firme y resuelta en defender independencia de los Estados Unidos. Es decir, esa manifestación del sentimiento nacional francés de plena y absoluta soberanía frente a todo intento de tutelaje. Le leader Máximo Cuba manifeste aussi son admiration en envoyant des cigares au général. Charles de Gaulle a près de 75 ans et il semble au sommet de sa gloire. L'épreuve de la guerre d'Algérie s'éloigne. La France bénéficie de la croissance exceptionnelle des 30 Glorieuses. Rien en apparence ne semble pouvoir compromettre cet équilibre, sauf peut-être l'usure inexorable du pouvoir. Automne 1965, l'élection du président au suffrage universel approche. Le général va-t-il se représenter? Madame de Gaulle y est hostile. Elle déteste l'Élysée, la vie publique et ses contraintes. Personne ne connaît les intentions du général. Pas même Georges Pompidou qui vit mal la situation. Je connaissais le poids de la tâche et j'avais envie de me retrouver ici, dans la paix de Colombey. Mais il y avait encore beaucoup à faire, et l'État livré au parti sombrerait à nouveau dans l'impuissance. Alors, j'y suis retourné. Le 4 novembre, De Gaulle annonce sa candidature. Aujourd'hui, je crois devoir me tenir prêt à poursuivre ma tâche, mesurant en connaissance de cause de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement, c'est le mieux pour servir la France. La campagne électorale est plus difficile que prévu. François Mitterrand, le candidat de la gauche unie, l'attaque sur l'exercice d'un pouvoir trop personnel. Je pense que le général de Gaulle ne peut pas tout voir. C'est très difficile, un chef d'État qui veut tous les pouvoirs, d'arriver à les maintenir dans ses mains. La démocratie, c'est autre chose. Sûr de sa légitimité historique, de son lien avec les Français qu'il vérifie à chaque déplacement et de son bilan, De Gaulle refuse de faire réellement campagne à la télévision. Il renonce à utiliser une grande partie de son temps de parole. Il entend être élu au premier tour. C'est une erreur. À l'approche du vote, les écarts se resserrent. Le 5 décembre, c'est un énorme choc politique. Avec moins de 45% des voix, De Gaulle est en ballottage. Le général est ébranlé. Son orgueil le pousse à se retirer, mais l'idée de laisser le pouvoir à François Mitterrand l'incite à se maintenir. Et cette fois, il s'exprime longuement à la télévision. Lors de ses 3 entretiens avec le journaliste Michel Droit, De Gaulle parle moins de la France et plus des Français. Ces interviews révèlent aux téléspectateurs un personnage à la fois drôle,
caustique et souverain. Les Français ont souvent l'impression que vous êtes davantage préoccupés de la conduite des affaires de la France à un niveau très élevé que de leurs propres problèmes à eux, que vous ne vous intéressiez pas beaucoup à l'intendance. On m'a prêté en effet ce mot que je n'ai jamais dit, et à plus forte raison que je n'ai jamais pensé. L'intendance suit. Ça, ce sont des blagues pour les journaux. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que j'entends par là. Pour que la France soit forte, il faut que les Français soient prospères, autant que possible, bien entendu. Au fil du temps, beaucoup se sont interrogés sur le véritable positionnement politique du général. Le journaliste lui pose la question. J'aimerais que vous précisiez la façon dont vous les entendez, dont vous les concevez, ces notions de gauche et de droite. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ils l'ont eu, ressentent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. C'est avec tout ça qu'on fait la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. En même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille. Le 19 décembre, De Gaulle l'emporte avec 55% des suffrages contre 45% pour Mitterrand. Après cette mise en ballottage, rien ne sera plus comme avant entre De Gaulle et les Français. Le général reconduit dans ses fonctions Georges Pompidou. En revanche, Valéry Giscard d'Estaing est écarté du ministère des Finances. Sur la scène internationale, De Gaulle prend des positions fortes. Il prononce des phrases qui secouent l'opinion. Il continue à s'opposer à l'hyperpuissance américaine. En mai 1966, il annonce le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait jusque-là d'une quinzaine de bases militaires en France. Et enfin, la volonté de la France de disposer d'elle-même, ce qui est indispensable pour qu'elle croie à son propre rôle et pour qu'elle puisse être utile aux autres. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Washington parle d'un coup de poignard. La tension monte. Le 1er septembre, De Gaulle prononce au Cambodge, à Phnom Penh, un discours dénonçant violemment l'intervention américaine au Vietnam. Il n'y a aucune chance pour que les peuples de l'Asie se soumettent à la loi d'un étranger venu de l'autre rive du Pacifique, quelles que puissent être ses intentions et quelle que soit la puissance de ses armes. Au printemps 1967, quand éclate la guerre des 6 jours, il se démarque pareillement en prenant ses distances avec Israël et en décrétant un embargo sur les ventes d'armes. Il précise sa position au cours d'une surprenante conférence de presse à l'automne. Certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés,
mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Le propos choque et suscite bien sûr une grande émotion et de vives polémiques. En juillet 67, il avait déjà surpris à l'occasion d'une visite officielle au Québec. Il y avait été accueilli avec ferveur et à Montréal, il avait prononcé depuis le balcon de l'Hôtel de Ville un discours qui laissera des traces dans les mémoires. Vive le Québec libre! De Gaulle avait bien perçu la volonté des Québécois de s'émanciper de la tutelle anglo-saxonne. Vive le Canada français et vive la France! Mais la méthode heurte les esprits. En France, l'opposition réagit vivement. Depuis les élections de mars 1967, la stabilité du gouvernement Pompidou est entre les mains des alliés centristes et giscardiens. Scrutin après scrutin, les soutiens au général s'érodent. À la veille de 1968, Pompidou gère un pays qui se porte plutôt bien. Lors de ses vœux du 31 décembre 67, le général cite Verlaine. « Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. » Cependant, un éditorialiste du journal Le Monde écrit « Quand la France s'ennuie ». La stabilité de la Ve République lasse. Les mœurs ont changé. La France se déchristianise. Les femmes revendiquent leurs droits. Aux États-Unis, une vague de jeunes contestataires portée par la voix de John Baez appelle à un changement de valeur. À Paris, à partir du mois de mars, l'agitation monte dans les facultés. Les étudiants ne veulent plus de la séparation des garçons et des filles dans les dortoirs des cités universitaires. Petite cause, grands effets. La France explose dans un mouvement confus, parfois violent, chargé d'utopie. Soyez réalistes, demandez l'impossible. En quelques semaines, le pays est paralysé par la grève. La classe politique et les syndicats sont dépassés. De Gaulle est sidéré. Lui qui avait été confronté à l'horreur des guerres, à l'occupation nazie, pouvait-il admettre un mouvement qui revendique le droit au plaisir et remet en question tous les pouvoirs? En fait, que demandaient ces gamins? Pas grand-chose de sérieux, si ce n'est peut-être prendre le pouvoir à la place de ceux qui l'avaient. Je crois que s'exprimait surtout un besoin de démocratie plus directe et plus proche. L'opinion publique soutient la révolte étudiante. À partir du 10 mai, le climat devient insurrectionnel. Le 11 mai au petit matin, le quartier latin est le théâtre d'affrontements violents. L'homme des tempêtes n'est pas à l'aise dans ce contexte inédit. Il prône la fermeté. Pompidou, lui, veut tendre la main aux étudiants et privilégie le dialogue. Après un rendez-vous houleux avec le général, il décide le 11 mai au soir de rouvrir la Sorbonne. J'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement. J'ai rendu l'université à ses maîtres et à ses étudiants. Je leur ai tendu la main pour la concertation la plus large et la plus constructive. J'ai libéré les manifestants arrêtés. J'ai annoncé
une amnistie totale. Au sommet de l'État, le conflit entre De Gaulle et Pompidou est désormais visible. Après un court voyage en Roumanie, De Gaulle prononce une nouvelle allocution et propose un référendum sur la rénovation du pays, insistant notamment sur la participation. Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Cette prise de parole ne calme pas les manifestants. De Gaulle a 77 ans. Il est fatigué. Son gouvernement et sa majorité doutent. L'une des causes de l'ampleur du mouvement social est le retard sur les bas salaires. Le 27 mai, les conclusions des négociations de Grenelle entre patronat et syndicats menées par Pompidou et qui prévoient notamment une hausse de 35% du salaire minimum sont rejetées par la base. Yvonne de Gaulle se fait prendre à partie dans la rue. Le matin du 29 mai, de Gaulle, qui ne cache pas son pessimisme, quitte secrètement l'Élysée. Pendant plusieurs heures, l'hélicoptère qui le transporte n'est plus localisé. Le président a disparu. Le Premier ministre lui-même ignore sa destination. Avant de partir, le général lui a téléphoné pour lui faire part de son besoin d'éloignement et a conclu « Je suis vieux, vous êtes jeune, c'est vous qui êtes l'avenir. Au revoir, je vous embrasse. » Finalement, De Gaulle arrive à Baden-Baden, chez le général Massu, commandant des forces françaises en Allemagne. Cette disparition a créé un choc et, le lendemain, le discours qu'il a choisi de prononcer à la radio, comme en 1940, achève de retourner l'opinion. Si donc cette situation de force se maintient, je devrais, pour maintenir la République, prendre, conformément à la Constitution, d'autres voies que le scrutin immédiat du pays. Aussitôt, une impressionnante manifestation de soutien déferle sur les Champs-Élysées. En moins d'une heure, 1 million de personnes s'y retrouvent. Le 30 mai, De Gaulle a rétabli la situation. Mais quelques jours plus tard, il reconnaît que lors de son voyage à Baden-Baden, il a envisagé un départ. Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer. Et puis en même temps, j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Suivent alors toute une série de confidences. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar. Ça a été le cas à Londres, en mars 1942. Je suis allé dans un coin de la campagne anglaise en faisant savoir à Londres que je ne poursuivrais pas mon entreprise aux côtés de la Grande-Bretagne si mes conditions n'étaient pas acceptées. Ce fut le cas en 1946, quand, submergé par le torrent stérile des partis sur lequel je n'avais pas de prise et ne pouvant plus agir à la place où j'étais, je l'ai quitté. Ces aveux soulignent une des réactions fréquentes du général, la tentation du départ. Ce fut le cas en 1954, quand je voyais le rassemblement que j'avais formé, qui était en train de se disloquer. Ça a été le cas le soir du premier tour de l'élection présidentielle, où une vague de tristesse a failli m'entraîner au loin. Pendant cette crise de 1968, il a été obligé de repousser son projet de référendum.
Après avoir procédé aux consultations prévues... L'Assemblée nationale est dissoute. J'ai prononcé la dissolution de l'Assemblée nationale. Veuillez croire, Monsieur le Président, etc. Signé Charles de Gaulle. Les 23 et 30 juin 1968, les élections législatives sont un raz-de-marée en faveur de la majorité sortante. Le général sait cependant que cette victoire n'est pas totalement la sienne. Pompidou y a pris une grande part. De Gaulle aurait dit à Claude Pompidou « Il paraît que votre mari a gagné les élections ». La mésentente éclate. Pompidou quitte Matignon. Un diplomate, Maurice Couve de Murville, ancien ministre des Affaires étrangères, le remplace. En le nommant, De Gaulle veut faire passer un message. Il reprend la main. Il s'obstine à organiser un référendum. Il décide que le vote aura lieu au printemps 1969. Cependant, il se heurte à des difficultés imprévues. La brutale hausse des salaires et le ralentissement de l'économie ont provoqué une dégradation de la situation financière du pays. Le franc est attaqué. La spéculation fait rage. Début 1969, Pompidou dévoile publiquement ses ambitions. À Rome, puis à Genève, il évoque ouvertement la succession du général. Mais je ne crois pas avoir ce qu'on appelle un avenir politique. J'ai un passé politique. J'aurai, peut-être, si Dieu le veut, un destin national. Mais c'est autre chose. Le problème de la succession est posé. Est-ce que vous acceptez cette formule? Non, je ne l'accepte pas. J'ai dit, le premier même, que le général de Gaulle est à l'Élysée et que son mandat expire en 1972. Il n'y a donc pas le problème de succession. Ceci étant dit, il y aura bien un jour une élection à la présidence de la République. Le divorce entre les deux hommes est consommé. À Quimper, le 2 février, De Gaulle annonce le référendum, son ultime combat. Comme cette profonde réforme concerne l'organisation de nos pouvoirs publics dans tous les domaines, y compris celui de la Constitution, nous devons soumettre le projet au peuple, qui, par la voie du référendum, en décidera souverainement. Et puisqu'il s'agit d'ouvrir la voie à une espérance nouvelle, nous le ferons au printemps. Dès le départ, le pari semble mal engagé. Le texte soumis aux Français est long et complexe. De Gaulle leur propose de réformer le Sénat et de décentraliser les pouvoirs vers les régions. « Tout le monde s'en fiche », confie-t-il au général Lalande, chef de son état-major. À l'approche de la consultation, les défections se multiplient dans le camp du oui. Les sondages annoncent la victoire du non. De Gaulle ne lâche pas. Il espère qu'1 an après la révolte de mai, son lien direct avec les Français sera retissé. Mais il prévoit la défaite, peut-être avec soulagement. Le vendredi 25 avril, dans la matinée, il enregistre son ultime appel télévisé. Votre réponse va engager le destin de la France parce que si je suis désavoué par une majorité d'entre vous, ma tâche actuelle de chef de l'État deviendra évidemment impossible et je cesserai aussitôt d'exercer mes fonctions. Jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi lourd. Vive la République! Vive la France! Le président quitte ensuite l'Élysée. Le 27 avril, le général et Madame de Gaulle votent à Colombey. Ils s'enferment ensuite à la Boisserie. À 20 h, le succès des noms paraît assuré en métropole. En effet,
le non l'emporte avec 52,4% des suffrages exprimés. Le président prend acte immédiatement du refus. À minuit 10, il publie un communiqué. « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. » Pour la première fois depuis 1958, De Gaulle est battu. François Mauriac qualifie le référendum et le départ du général de « cas sans précédent de suicide en plein bonheur ». Mais certains supposent que le président savait que, vainqueur ou battu, il en sortirait encore grandi. Dès l'annonce de sa démission, le général se cloître à la Boisserie. Ma vie politique était terminée. Yvonne m'a dit que j'avais fait pour les Français beaucoup plus qu'ils ne méritent. Ils sont ingouvernables, divisés, individualistes à l'extrême. Maintenant, ici, à Colombey, je dois continuer à écrire. Il fait savoir à Pompidou que s'il approuve sa candidature, il n'interviendra pas dans la campagne. Au début, ses rares interlocuteurs le trouvent maussade. La défaite a marqué le général. Il entreprend la rédaction de ses mémoires d'espoir. Il y trouve un apaisement. Le 10 mai, Charles et Yvonne de Gaulle s'envolent pour un long séjour en Irlande. Le général ne souhaite pas être en France le 18 juin. Il a des ancêtres irlandais. C'est une terre qu'il affectionne. Les paysages tourmentés du Connemara sont en harmonie avec ses états d'âme. À Dublin, De Gaulle est reçu par le président Imón de Valera, héros de la guerre d'indépendance. Lors du dîner, le général remercie son hôte. « En ce moment grave de ma longue vie, j'ai trouvé ici ce que je cherchais, être en face de moi-même. » Le 18 juin, le général déjeune à l'ambassade de France. Sur le livre d'or, il écrit cet aphorisme de Nietzsche « Rien ne vaut rien, il ne se passe jamais rien, et cependant tout arrive, mais cela est indifférent. » De retour d'Irlande, le général ne quitte pas la Boisserie. Toujours pas de visiteurs politiques, à l'exception de Malraux. L'écrivain l'interroge. « Pourquoi êtes-vous parti sur une question aussi secondaire que celle des régions ?»« À cause de l'absurdité. » Le général fixe Malraux du regard et répète « À cause de l'absurdité. » L'homme de conviction est étrangement pénétré par cette question existentielle. Il se consacre à la rédaction de ses mémoires. Il peine, se bat avec les mots, recherche interminablement l'expression juste. Le temps est compté, la course de la mémoire contre la mort. À l'approche du 18 juin 1970, le général part en Espagne. Il rencontre Franco, le vieux dictateur. La scène fait couler beaucoup d'encre. Malraux et Mauriac s'avouent choqués. À l'automne, le premier tome de ses mémoires d'espoir paraît. Des mémoires en forme de testament politique. Le succès est foudroyant. Le général se remet au travail avec une ardeur redoublée. Il y passe ses journées entières. Le lundi 9 novembre, De Gaulle travaille comme d'habitude toute la matinée avant de se promener dans le parc. Le froid est arrivé, l'automne est rude. Vers 18h45, il quitte son bureau, s'installe dans la bibliothèque devant une table de bridge. Comme il en a l'habitude, il entame une réussite en attendant le dîner. Soudain, peu avant 19h, il pousse un cri de douleur et s'écroule sans connaissance. Une rupture d'anévrisme vient d'emporter Charles de Gaulle. Le décès est tenu secret jusqu'au lendemain matin. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve.
la disparition du général suscite une émotion planétaire. Son testament est publié. Il refuse des obsèques nationales. Une cérémonie très simple doit avoir lieu à Colombey. Le 12 novembre, la foule est dense et le silence impressionnant quand le cercueil de l'homme du 18 juin sort de la boisserie sur un engin blindé. Après la cérémonie religieuse, De Gaulle est porté en terre aux côtés de sa fille Anne. À Paris, au même moment, a lieu à Notre-Dame une cérémonie religieuse très solennelle. Le monde entier est présent pour rendre hommage au chef de guerre et au président disparu. Les Français devaient croire que je n'aimais que le son du canon et les marches militaires. Non. J'aimais la musique fluide de Debussy. Yvonne de Gaulle, après la mort du général, se retira discrètement dans la maison de retraite des Sœurs de l'Immaculée Conception. Elle mourut 9 ans après son mari. Elle repose désormais aux côtés de Charles de Gaulle et de sa fille Anne dans le cimetière de Colombey.